Bonjour à tous et bienvenue dans InPrime. Bonjour Yann. Bonjour Anouk. Alors aujourd'hui et toute la semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Yann Manouk. Yann Manouk, Monsieur Polar, l'homme au bonnet, celui que le monde du polar s'arrache. Yann, le créateur et le papa de Yerul Delger. Je le prononce bien encore ? C'est à peu près ça, ouais. Attends, je réessaye. Yerul Delger. C'est très bien. Le commissaire mongol, celui avec lequel tu as connu un énorme succès, je pense qu'on peut le dire. Un premier livre, un premier polar qui est vraiment qui a eu une trajectoire fabuleuse. Oui, on peut considérer que c'est pour moi, c'est un succès inattendu, quoi. C'est écrire un premier polar à 65 ans et puis le vendre dès le premier tome à 150 000 exemplaires, oui, c'est quelque chose de spécial. Oui, je pense qu'à 150 000 exemplaires, on peut commencer à parler d'un succès. Hein. On peut commencer à parler d'un bon succès. Non, c'est vrai. Alors, est-ce que tu analyses déjà ça ou est-ce que tu n'as pas encore le recul? Parce que c'est fantastique. Comme tu dis, un premier roman, un premier polar qui reçoit un accueil pareil. Il y a le nombre de ventes, mais il y a les prix littéraire aussi. Tu peux nous en citer quelques-uns, sans doute pas tous parce que... J'ai reçu la semaine dernière le 16e prix des lecteurs et il paraîtrait, j'ai même honte de le dire, tellement ça semble prétentieux, que ce soit le polar le plus primé, puisqu'il y a 16 prix des lecteurs et dont ce serait le seul polar qui a eu les 3 grands prix majeurs du polar, c'est-à-dire prix L du polar, prix SNCF du polar et prix Quai du polar de Lyon, la même année et pour un premier roman. Ah, mais de toute façon, on peut le dire, tu as tout raflé. Presque tout. Il en reste encore quelques-uns pour les prochains. Je le dis sans amertume, note bien, mais tu as tout raflé là. Oui, je suis presque désolé. D'ailleurs, quand j'ai reçu le prix du Quai du Polar, devant les 9 derniers lauréats, puisque c'était le 10e anniversaire, j'ai commencé mon petit speech en disant que j'étais presque désolé, quoi. J'avais l'impression de faire un hold-up, de commettre un hold-up, de débarquer dans un milieu puis de tout rafler. D'ailleurs, soit dit en passant, c'est peut-être pas très prudent parce que tu es quand même dans un milieu où tu n'as affaire dans ta concurrence qu'à des gens qui écrivent des histoires de meurtre, de rivalité. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut que je surveille mes derrière. Tu fais attention à toi? Tu surveilles? Je vais commencer. Tu me donnes une bonne idée, je vais commencer, effectivement. Voilà, là par exemple, je t'ai peut-être attiré dans un traquenard. C'est vrai. Tu en as conscience? C'est vrai, il faut que je fasse attention à tout ça. Bon, alors, sérieusement, comment est-ce que tu l'expliques, ce succès incroyable et si tu y arrives? Parce qu'on n'est pas forcément bien placé en tant qu'auteur pour expliquer son propre succès, mais comment est-ce que tu analyses ce qui s'est passé autour de ce livre? Il y a différentes façons d'essayer d'analyser ça. La première, c'est que je me suis appliqué à le faire. C'est-à-dire que je suis arrivé au polar par un pari. Donc j'ai fait le pari d'écrire un polar, et donc j'y arrive par hasard, j'ai pas de culture polar, et donc j'applique, entre guillemets, une recette. La recette, c'est d'être pertinent et inattendu. Et je pense que le côté inattendu, le côté qui est positionné en Mongolie, qui situe le polar en Mongolie, joue pour beaucoup. J'ose croire que la construction de l'intrigue et l'écriture, ils sont pour beaucoup aussi. Mais je pense que le côté mongol y est pour beaucoup. Et puis je pense que la deuxième raison, encore une fois, je n'essaye pas trop de réfléchir, je prends ça comme ça vient, mais c'est que dans la mesure où je publie à 65 ans, je ne cherche à construire ni une œuvre ni une carrière. Donc je prends juste plaisir à écrire. Il se trouve que ça marche, et tant mieux. Mais peut-être que ça marche à cause de ça, ou grâce à ça. Parce qu'il n'y a pas d'arrière-pensée. Je me suis pas dit, je vais écrire un best-seller. Et je me suis dit, il est temps que j'écris, parce que 65 ans, c'est un peu tard, il faut vraiment que je m'y mette pour de bon, donc voilà. Tu avais fait une première tentative, tu m'as dit quand même, c'était pas ta première tentative d'écriture tout court. Tu as eu des liens aussi, tu peux peut-être nous en dire un mot, l'univers du livre ne t'est pas étranger, tu ne le découvres pas. Non, pour 2 raisons. D'abord parce que pendant très longtemps, j'ai été éditeur de magazine pour la jeunesse. Tu as notamment édité Goldorak. Et Goldorak, Tortue Ninja, Albator, Captain Flamme, tout ça, Candy, Danger. J'aurais pu te recevoir uniquement pour ça. Y compris tout Marvel et tout DC Comics, Strange, etc. Mais l'autre expérience que j'ai eue, c'est que comme je t'ai dit que c'est un pari, en fait le pari c'est d'écrire 2 livres par an dans un genre différent, avec un pseudo différent à chaque fois. Et donc avant le polar, j'ai effectivement écrit la première année 2 bouquins, un essai sous mon nom sur les voyages, un roman pour la jeunesse qui a été primé meilleur roman 2012 sous le pseudo de Paul Égard, qui s'appelait Les Bertignac. Et l'année suivante, donc les 2 autres bouquins qui étaient sur la liste, un roman littéraire qui lui est l'éternel bouquin sur lequel je retravaille en permanence, et qui paraîtra peut-être jamais tellement je le retravaille, et puis le polar qui était le 4e. Et normalement était prévu l'année suivante une saga historique pour 2015, pour le centenaire du génocide arménien, et puis un roman de société qui sont dans les tuyaux quelque part, mais entre-temps, à la fois pour remercier mon éditeur de m'avoir fait confiance et en même temps pour le plaisir que j'ai pris à l'écrire, j'ai continué le polar au moins sur 2 numéros.
Et on s'en félicite. Alors justement, le deuxième, L'étang sauvage, le deuxième opus des aventures du commissaire Yarul Delgar est sorti donc cette année. Et le troisième va sortir, tu peux nous... Alors le troisième, pour la petite histoire, je l'ai terminé cette semaine, ici, à Porto Vecchio, en Corse. J'ai mis le mot fin sur cette histoire. Mais je pense qu'il ne sortira qu'en septembre 2016. En septembre 2016, ouais, d'accord. Il faudra encore attendre un petit peu le temps de dévorer le deuxième. Écoute, Yann, c'est un grand plaisir, un grand honneur pour moi de t'avoir ici. Donc on va se retrouver tous les matins sans problème. Et discuter un petit peu de tout ça, notamment de tes liens. Donc ça fait, tu disais que tu avais terminé l'écriture à Porto Vecchio. Est-ce que c'est un bon endroit pour écrire Porto Vecchio? Oui, c'est un très bon endroit. Je l'ai connu l'an dernier parce que j'étais invité par une librairie qui s'appelle Lire au Soleil, qui m'avait invité, le Livre au Soleil, pardon, qui m'avait invité pour une signature. J'ai recommencé cette année et j'ai profité d'une petite semaine tranquille pour. En fait, j'écris moi rarement dans le calme. J'ai besoin d'écrire dans le bruit et dans l'agitation. J'écris que sur mon lieu de travail. Et tu en as trouvé à Mais au niveau des corrections et des finitions, le calme de Porto Vecchio, c'est très bien. Parfait. Bien. Écoute Yann, je te dis à demain. On se retrouve demain pour continuer à parler de ton œuvre mongole. À demain, volontiers. Bienvenue dans InPrime. Bonjour Yann. Bonjour Anouk. Aujourd'hui et toute la semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Yann Manouk, l'auteur de Yarul Delgar, donc le premier opus des aventures du commissaire du même nom, du commissaire éponyme, j'ai envie de dire, et L'étang sauvage, son deuxième roman sorti cette année. Ce sont le deuxième tome d'une trilogie. Yann, on a présenté rapidement tes romans hier. On a dit le succès incroyable qu'ils avaient rencontré, plus de 150 000 exemplaires de Yarul Delgar vendus à ce jour. C'est tout à fait remarquable pour un premier roman. Tu nous disais qu'une des clés de ton succès, tu as parlé de pertinence et d'inattendu. Et tu as dit que la Mongolie, le cadre que tu as choisi donc pour ces romans, constituait peut-être l'élément inattendu. Alors pourquoi la Mongolie ? Alors au début, donc, je voulais trouver un cadre différent de ce qui se faisait pour mon polar et j'ai cherché dans les pays où on avait voyagé. Tu as beaucoup voyagé? Oui, on a pas mal voyagé. J'ai beaucoup voyagé dans ma jeunesse. J'ai beaucoup voyagé ensuite avec ma famille, avec ma femme Françoise et ma fille Zoé, la dernière. Et dans les pays où on avait bien voyagé, qu'on avait bien aimé, il y avait la Patagonie, il y avait l'Islande, il y avait l'Alaska et il y avait la Mongolie. Il se trouve que la Patagonie, Caril Ferret fait ça très bien. Il se trouve que l'Alaska, il y a une tradition de polar en Alaska. L'Islande, naturellement, il y a une Riddarson. Et reste à la Mongolie. Donc la Mongolie, c'était presque un choix par défaut, presque. Sauf que dès que je me suis mis à l'écriture, j'ai compris quelque chose de très fort, c'est que c'est un pays de culture chamanique. Et dans la culture chamanique, ce qui est l'essence du polar, les points forts du polar, la mort, la vengeance, la violence, la fidélité, ça a une approche différente dans la culture chamanique. Et ça me permettait de donner à mon personnage une aspérité différente que si je l'avais positionné même dans des pays exotiques comme la Patagonie ou l'Alaska, mais qui restait dans la culture occidentale, on va dire. Il y a l'aspect chamanique, il y a aussi un aspect proprement oriental, il y a un lien, donc le commissaire Yarul Delgar a été élevé par les moines Shaolin. Voilà, les moines Shaolin dans un monastère, initié aux traditions des arts martiaux. Il y a cet aspect mystique aussi, un petit peu... Alors, c'est une des parties. La quasi-totalité de ce que je raconte sur la Mongolie est basée sur des souvenirs de voyage réels. Je ne me suis pas documenté à l'avance, j'ai pas pillé Wikipédia ou les encyclopédies pour pouvoir la raconter. L'épisode du Shaolin, c'est presque entièrement vrai. C'est-à-dire que l'épisode des moines guerriers Shaolin et du 7e monastère qui était confié à un prisonnier mongol qui était devenu plus fort que les moines Shaolin existe. Ce que j'ai imaginé, c'est que ce 7e monastère continue d'exister des siècles plus tard, caché quelque part en Mongolie, et que, comme l'ensemble des enfants mongols d'ailleurs suivaient un enseignement auprès des moines, parce que toutes les familles nomades envoyaient un ou deux enfants apprendre auprès des moines, j'ai imaginé que Yarul Delgar avait fait cet apprentissage dans ce monastère très spécial, qui était un monastère directement issu des Shaolin. C'est la seule partie un petit peu romanesque et non historique de cet épisode. Non historique, je te crois, la seule partie un petit peu romanesque que tu me permettras d'en douter. Alors, parce qu'il y a des choses très réelles que tu racontes d'une manière parfaitement romanesque, y compris des choses tout à fait d'un réalisme assez... on peut même dire glauque, je pense qu'on peut le dire, mais que tu racontes avec une puissance romanesque et épique qui est tout à fait remarquable. Donc, ce qui m'intéresse par rapport à cette histoire des moines et du monastère, c'est que finalement, quand j'ai été surprise
surprise en lisant ton deuxième roman et en reprenant un petit peu le premier, de voir à quel point la présence du sacré, du religieux est finalement limitée à cette enfance, à cette espèce de rêve d'enfant, de choses qui semblent issues pratiquement d'un film de kung-fu et pas vraiment en lien avec la vraie vie. On le ressent, même sans savoir que c'est la seule partie sur laquelle tu t'es pas inspiré de faits vrais. On sent un écart entre cette affaire du monastère et le reste de la vie. Ces gens ils n'ont plus de Dieu, ils n'ont plus de... Et ils n'en ont jamais eu. La Mongolie, c'est un pays qui est bouddhique et chamanique. Et ce sont pas des religions, ni l'une ni l'autre. Ce sont deux philosophies. Et ensuite, ils n'ont eu comme seule, entre guillemets, religion historique que l'admiration de Gengis Khan, qui n'est pas non plus un dieu. Et donc, il n'y a pas de tradition, on va dire, religieuse au sens occidental du terme. Il y a une tradition chamanique, philosophique, qui fait que ça se dilue dans la vie quotidienne. Dans les traditions. Dans la place, voilà. Il y a notamment ce personnage, cette femme, le médecin légiste qui assiste et séduit le commissaire. Cette femme, un très beau personnage féminin d'ailleurs, qui veille au milieu de toutes les horreurs qu'elle traverse en tant que médecin légiste, à garder dans sa yourte une organisation... Ça tient à une chose, ça tient que la Mongolie, c'est un pays de nomades. Et contrairement à ce qu'on pense, le nomadisme, c'est pas des gens débonnaires qui déambulent dans des paysages magnifiques. Le nomadisme, quelle que soit la partie du monde où ça existe, c'est une technique de survie en milieu hostile. Il y a des nomades dans les grands déserts, les Touaregs, etc. Milieu hostile, bien que magnifique. Magnifique, mais hostile, c'est-à-dire des hivers à moins 40 et des hivers à plus 40. Et cette transmission de la tradition ne sert qu'à une seule chose, c'est assurer la survie en milieu hostile. Et le petit décalage, c'est que l'intérêt des gens qui ne sont plus nomades pour ces traditions devient quelque chose de différent et quelque chose de fragile. C'est pour ça que ça n'a pas survécu. Folklore. C'est plus que du folklore. Et c'est moins que de la croyance, c'est entre les deux. Entre les deux. Ouais. Yann, nous continuerons demain à te suivre dans ces contrées hostiles et magnifiques. Merci beaucoup pour ta présence et à demain. Merci, à demain. Bonjour à tous et bienvenue dans In Prime. Bonjour Yann. Bonjour Anouk. Alors aujourd'hui et toute la semaine, j'ai le plaisir de recevoir Yann Manouk, auteur chez Albin Michel des 2 premiers tomes d'une trilogie, Yaruldelgar et Les Temps Sauvages, donc 2 épisodes des aventures du commissaire Yaruldelgar, donc en Mongolie. Yann, je précise au passage à nos auditeurs que s'ils ont raté le début, ils peuvent retrouver bien sûr en podcast sur notre site internet toutes ces émissions. Donc Yann, nous avons parlé de ce décor que tu as donné à ces aventures, ce décor, cette Mongolie qu'on connaît finalement si peu, un lieu dont tu nous as dit que pratiquement c'était finalement un des seuls pays disponibles pour y situer un polar. Pour moi, ça l'était, oui, effectivement. Et tu nous parlais hier du fait que c'était à la fois magnifique et en même temps des lieux difficiles, un milieu particulièrement hostile. Je voudrais qu'on parle un peu de la ville, parce qu'il y a ces nomades dans les steppes, mais il y a aussi ce que tu nous racontes d'Ulaanbaatar, de toute cette ville qui a été, qui n'est plus. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'impression que cette ville a produite sur toi et de ce que tu as voulu rendre dans ton livre? Alors, c'est une impression très forte. Et d'abord, il faut dire que c'est une ville, c'est la ville. Il n'y a pas d'autre ville. C'est la seule ville. Grosso modo, en ce moment, il doit y avoir 3 millions d'habitants en Mongolie et grosso modo 1,5 million à Ulaanbaatar. Le reste dispersé sur un territoire qui est 2 fois et demi comme la France. Donc la seule densité, on va dire, citadine, c'est Ulaanbaatar. Et Ulaanbaatar, c'est à la fois 3 choses. C'est d'abord une ancienne capitale soviétique, puisqu'ils ont été pendant 3 générations un régime soviétique. La Mongolie a été le premier pays soviétique après l'Union soviétique, avec directement un système stalinien avant Staline, très violent. Et donc, il y a ce qu'il reste de cette capitale soviétique que les Mongols laissent se déliter avec le plus pur mépris. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien détruit, mais ils laissent se déliter tout ce qui était anciennement soviétique. Ensuite, il y a une ville d'un pays émergent, qui se bat pour devenir une capitale moderne avec des concours d'architecture audacieuse. Et en même temps, il y a une ville dont on redécouvre qu'elle a... enfin, pas la ville, mais le pays a été le seul pays lié au bouddhisme de façon assez directe, puisque c'est le seul pays qui ait donné un Dalai Lama à la lignée des Dalai Lama. Et d'ailleurs, dans le mot Dalai Lama, ce qui veut dire océan de sagesse, le mot qui veut dire océan vient du mongol. Et il a été attribué rétroactivement aux 2 premiers. Donc,
on redécouvre ce lien. Et donc, dans cette ville se mélangent à la fois des gens, on va dire, post-soviétiques, soit qui l'assument, soit qui n'assument pas, des jeunes loups de la finance contemporaine, étrangers ou mongols. Auquel tu vas donner une place dans le deuxième tome, d'ailleurs plus importante que dans le premier. Absolument. On a surtout le Ulan-Bator post-soviétique et les nomades. Dans le deuxième, ces jeunes loups et ces quartiers branchés du nouvel Ulan-Bator viennent prendre une place. Et puis la troisième partie, ce sont ces nouveaux routards, ces nouveaux trains de savate qui avant allaient à Katmandou, qui maintenant poussent jusqu'à Ulan-Bator. Et il y a une quatrième composante qui est toute nouvelle, qui date des grands cataclysmes climatiques du début du siècle. À partir de 2000, on a des grands, ce qu'on appelle les Tzu, des tempêtes, ou des tempêtes froides, des blizzards à moins 40, ou des étés caniculaires à plus 40, et qui chassent... La mort blanche. Ou la mort blanche et la mort noire, qui chassent tous les nomades vers la ville. C'est-à-dire que quand un nomade a perdu son cheptel, il n'a aucun moyen de survie. Sa seule chance de survie, encore, c'est de monter au Ulan-Bator. Et le gouvernement a fait une chose qui est à la fois terrible et qui était peut-être indispensable à l'époque, c'est qu'il a gratuitement accordé 700 mètres carrés de terrain autour de Ulan-Bator pour venir planter la yourte des nomades qui sont chassés de la steppe. Et maintenant, il y a autour de Ulan-Bator pas loin d'1 million de personnes qui n'ont aucune activité, aucune ressource. Des nomades qui et donc c'est des nomades qui ont claquemuré leur yourte dans des palissades en bois. Et c'est pour ça, par exemple, que Ulan-Bator est devenue une des villes les plus polluées du monde, notamment en hiver, parce qu'il y a 1 million de personnes qui se chauffent avec n'importe quoi. Alors tu nous parles notamment, il y a une scène extraordinaire, sans en raconter trop, puisque ce sont des polars, donc c'est toujours très délicat de parler de l'intrigue. Il faut bien préciser, même si on parle beaucoup du décor, que vraiment rien dans cette description de la Mongolie n'apparaît gratuit. Quand on te lit, tout est vraiment très resserré sur l'intrigue. Et dans ton premier livre, il y a une scène incroyable qui se passe autour des tuyaux. Oui. Des tuyaux qui passent sous les canalisations souterraines qui servent à ce chauffage justement de la ville et autour duquel viennent se tasser ceux qui... C'est une ville soviétique, donc elle est construite sur des plans sans aucune considération humaine, d'esthétique ou même d'humanité. Donc il y a 4 grandes centrales thermiques qui polluent comme c'est pas possible et qui dispensent de l'eau chaude souterraine dans l'ensemble de la ville. Et donc il y a des réseaux souterrains de canalisation avec de l'eau de la vapeur qui est à 130 degrés, naturellement mal protégés, mal isolés. Et quand il fait moins 40 dehors, ces tunnels qui permettent à l'eau de transiter sous la ville, ou au chauffage de transiter sous la ville, servent de refuge, ou ont servi en tous les cas, parce que c'est un peu moins vrai maintenant, mais ont servi de refuge très souvent à toute la pauvreté de Ulan-Bator, avec carrément des tribus souterraines. Alors donc justement, on comprend bien que ce n'est absolument pas une vision évidemment idéalisée que tu nous donnes, même si la place, il y a une vraie place accordée à la beauté aussi dans ton livre, mais elle n'est pas seule. La trame aussi à avoir avec des considérations géopolitiques. Il est question, là encore sans entrer dans le détail, il est question des ressources minières, il est question de la frontière, puisque bien sûr la Mongolie est un point très stratégique, la frontière russo-mongole, la frontière chinoise joue un grand rôle, notamment dans le deuxième tome. Donc, tu t'es inspiré d'actualités réelles ou tu as pris une certaine distance par rapport à... Non, tout ce qui sert de toile de fond. En fait, dans le bouquin, j'ai l'intrigue policière que j'invente, mais que j'assois quelquefois sur des faits divers que je transforme en faits criminels. Par exemple, les morts dans les canalisations, c'était des accidents, je les transforme en crimes. Ensuite, je me sers de la Mongolie au niveau des paysages en tant que toile de fond. La Mongolie, les paysages et les traditions. Et puis, je me sers aussi d'un troisième élément qui est présent dans les 3 bouquins, qui sera à chaque fois différent, qui est un contexte géopolitique. Et dans le premier, je parle de l'exploitation éhontée que font les Occidentaux des terres rares mongoles. C'est-à-dire qu'en gros, on détruit un pays entièrement, mais on le détruit dans des proportions qu'on ne peut même pas imaginer ici, alors que tout ce qu'on va chercher là-bas, c'est supposé construire chez nous une énergie propre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éoliennes, il n'y a pas d'iPhone, il n'y a pas de voiture hybride, enfin tout ce qui sert ici à faire du propre provient de mines où on détruit des pays entiers. Dans le deuxième, c'est plus les trafics humains qui passent par la Russie. Dans le troisième, ça va être très centré autour des problèmes de l'eau et de la maîtrise de l'eau. Ne nous en dis pas plus. Gardons-en sous le coude pour demain. Je regarde un peu. Yann, je te dis à demain. Merci beaucoup. À demain. À demain. À demain, merci.